Bonjour. Alors donc, on va commencer avec le premier module qui touche aux tendances en gestion des ressources humaines. Alors donc, aujourd'hui, on sait que les ressources humaines prennent une place de plus en plus importante dans les organisations pour plusieurs raisons. Évidemment, la première, c'est qu'au niveau de la compétition internationale, ce qui autrefois était l'avantage primordial pour les organisations, qui étaient les développements techniques, occupe encore une place aujourd'hui, évidemment. Mais c'est plus tellement ça qui fait la différence entre les organisations. Souvent, ça va être plutôt la qualité des ressources humaines qui vont être en mesure d'utiliser ces techniques-là, qui vont être en mesure également de faire en sorte que l'organisation va se démarquer, surtout lorsqu'on regarde du côté nord-américain, où on a des organisations qui sont plutôt du côté des services. Donc, la qualité des ressources humaines, ça va être ce qui va être le plus important. On va commencer d'abord par regarder c'est quoi les grandes influences au niveau de la gestion des ressources humaines, parce que ça fait plus qu'une centaine d'années qu'on s'intéresse à comment les humains fonctionnent dans les organisations. Et évidemment, il y a eu différents courants. Le premier courant touche la psychologie industrielle et organisationnelle. Alors, c'est quoi qui distingue la psychologie organisationnelle? C'est effectivement que ce qu'on regarde, c'est plutôt les individus et non pas le groupe et non pas l'organisation comme telle. On va voir, il y a d'autres courants qui vont se pencher là-dessus. Pour la psychologie industrielle, ce qu'on veut savoir, c'est comment les individus se sentent dans l'organisation, comment est-ce qu'ils se comportent dans l'organisation. C'est quoi leurs émotions par rapport aux événements qui se produisent et essayer d'expliquer et de prédire comment les gens vont fonctionner. Pourquoi c'est important? Parce que si tu veux être en mesure d'intervenir de façon efficace auprès de tes employés, bien, il faut que tu comprennes bien les dynamiques qui sont en jeu. La psychologie industrielle va vraiment regarder ça. Alors, si on prend un exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un nouveau patron, une nouvelle patronne qui arrive dans une organisation, dans une unité de travail, puis qui s'aperçoit que les gens arrivent relativement en retard. La première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi les gens arrivent en retard. En fait, c'est quoi exactement ce qui se passe au niveau de ce comportement-là. Alors, est-ce que les gens y arrivent en retard tout le temps, le matin, après la pause, aux rencontres, ou est-ce que c'est uniquement ciblé à certaines rencontres ou uniquement ciblé à un événement dans la journée? Est-ce que ça implique un certain nombre d'acteurs X, Y, Z? Fait que donc, la psychologie industrielle va plutôt regarder, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'événement comme tel, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, d'une part, une fois qu'on l'a compris, essayer de modifier les comportements des gens pour en arriver à l'objectif, qui, dans ce cas-ci, mettons, pour le nouveau patron ou la nouvelle patronne, de se dire, ben moi, j'aimerais ça changer les choses. Parce que souvent, tu peux arriver avec des nouvelles règles, des nouvelles politiques, mais ça ne fait pas nécessairement en sorte que la culture va permettre justement que les choses vont changer rapidement. Alors donc, la psychologie industrielle organisationnelle, l'emphase, l'accent avant tout, c'est sur les individus. Si on regarde maintenant le deuxième champ qui va s'intéresser à la gestion des ressources humaines, c'est les sciences sociales. La différence avec les sciences sociales, c'est qu'eux autres, ils vont regarder surtout les choses qui touchent au groupe comme tel. Donc, on va s'intéresser aux dynamiques, mais ils vont s'intéresser aux dynamiques entre les différents groupes. Alors donc, ils vont avoir peu d'intérêt pour l'individu comme tel, mais c'est plutôt la démarche, qu'est-ce qui se passe pour les groupes à l'intérieur d'une organisation. Le troisième qu'on va voir, qui va avoir une influence sur la gestion des ressources humaines, c'est la théorie des organisations. Bon, la théorie des organisations, on est beaucoup plus à un niveau de gestion générale. On va regarder plus les grands courants, c'est-à-dire l'économie, la politique. Et donc, on est dans un niveau qui est beaucoup plus abstrait. Puis, on va essayer de voir, notamment, si le fait, par exemple, de changer la structure de l'organisation, ça va avoir un impact sur les objectifs qu'on se fixe, ou est-ce qu'on met en place certains processus qui, eux, vont aussi avoir plus ou moins un impact sur ce qu'on veut atteindre. Fait que donc, l'objectif, ou en tout cas la ligne de visée, c'est beaucoup plus l'organisation dans son ensemble et les processus, et non pas les groupes, et non pas non plus les individus. Le dernier champ qui s'est intéressé à la gestion des ressources humaines, c'est le comportement organisationnel. Ce qui est particulier avec le comportement organisationnel, c'est que c'est un champ qui regroupe plusieurs champs d'intérêt.
Alors donc, ce qu'on va regarder au niveau du comportement organisationnel, c'est à la fois les équipes, à la fois les individus, à la fois le leadership des gens, à la fois le développement organisationnel. Donc, quand je parle du développement organisationnel, c'est on doit-tu structurer l'organisation de façon très différente. Donc, son impact ou sa ligne d'objectif va vraiment être différent et va tenir compte de l'ensemble des éléments. Donc, on regarde les ressources humaines, mais dans une perspective vraiment plus de comment est-ce qu'on va gérer les humains au niveau individuel et au niveau de groupe pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, la GRH qu'on va voir, va toucher à l'ensemble de ces choses-là. Il va y avoir évidemment une partie qui est un petit peu plus processus, donc on va voir comment est-ce qu'on va doter les postes, comment est-ce qu'on va évaluer le rendement, etc. Mais on va aussi s'intéresser aux individus, par exemple, aux leaders. Donc, qu'est-ce qui fait un bon leader? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont bien fonctionner dans une organisation? Fait que là, on est plus au niveau de la psychologie industrielle et organisationnelle, mais on va regarder aussi les groupes, par exemple, pour la culture, pour les normes, sur la façon dont les gens vont se comporter ou qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont utiliser une approche particulière ou non. L'approche, donc, que je vais privilégier, c'est une approche qui va être éclectique, puis va essayer d'aller rechercher toutes les informations, les recherches qu'on connaît dans tous ces champs-là pour nous aider à mieux comprendre comment les ressources humaines fonctionnent dans les organisations. Si on regarde le contexte, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans une étude récente, seulement 11% des directeurs, directrices financières perçoivent les ressources humaines comme étant des partenaires stratégiques. Ça, c'est un enjeu important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je le mentionnais, les organisations doivent compter de plus en plus sur le caractère distinctif de leurs ressources humaines pour être plus compétitives ou en tout cas être plus efficaces, dépendant si on est dans le secteur public ou dans le secteur privé. Mais si les ressources humaines ne font pas partie de la prise de décision stratégique, ce que ça fait, c'est que ça en fait plus ou moins des administrateurs. Et là, finalement, ce sont des exécutants et ils ne peuvent pas donner leur avis sur la meilleure façon de mettre en place notamment des stratégies. Puis ça, c'est une des choses qu'on va voir. On va parler de la planification stratégique en ressources humaines. Bien, je vais être capable de vous démontrer jusqu'à quel point les ressources humaines sont importantes pour l'organisation, pas simplement au niveau opérationnel, mais également au niveau stratégique. Toujours, ce qui est intéressant, c'est que les directeurs financiers, non seulement ils perçoivent que ils ne sont pas vraiment des partenaires stratégiques, mais par contre, 61% d'entre eux vont juger que la fonction RH devient de plus en plus stratégique et jusqu'à 83% des dirigeants vont estimer qu'ils sont très compétents en termes que partenaires stratégiques. C'est un peu une dichotomie parce qu'on voit du côté des gens qui habituellement sont au pouvoir, donc les gens en finance, souvent en marketing, en tout cas les fonctions qui sont un petit peu plus classiques dans l'organisation vont être en pouvoir. Eux, ils croient que les ressources humaines ne sont pas des partenaires stratégiques. Par contre, des directeurs de ressources humaines, eux autres, ils pensent qu'ils sont stratégiques. Fait que c'est une dichotomie qui fait en sorte qu'il faut faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble si on veut que ça fonctionne ou si on veut en tout cas que les ressources humaines fassent une différence dans l'organisation. Ceci étant dit, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est quand même un essor important au niveau de la GRH. Pourquoi? Parce que les organisations n'ont pas le choix, il faut qu'elles deviennent plus compétitives. Également, surtout dans une industrie qui est plus tertiaire, les coûts qui sont associés aux ressources humaines, ça devient souvent le coût le plus important ou un des coûts les plus importants pour l'organisation. Alors donc, comme c'est un investissement, les dirigeants des organisations veulent s'assurer qu'ils en ont pour leur argent. Puis finalement, bien, il y a ce qu'on appelle la crise de la productivité. Alors donc, souvent, on va dire que les employés ne sont pas aussi productifs qu'ils le voudraient. Fait que toute la question est comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les gens soient le plus productifs possible, mais en même temps, en ayant une qualité de vie ou un climat de travail qui est adéquat, qui va faire en sorte que les gens vont être plus productifs, oui, mais en même temps parce qu'ils sentent qu'ils sont plus engagés puis ils trouvent ça plus intéressant. Si on regarde, on voit que en termes d'impact que ça a les ressources humaines, lorsque les organisations mettent l'accent sur le capital humain, on va voir que des revenus par employé de 27 000 $ et plus. Donc, chaque employé va être plus performant et va rapporter plus à l'organisation.
Les profits par employé vont être de 4 000 et plus, une valeur en bourse par employé de 19 000 et plus, puis un taux de roulement inférieur à 7 Fait que ce que vous voyez là, on va le voir un petit peu plus tard, c'est qu'aujourd'hui, ça se chiffre, ça. Les ressources humaines, ce n'est pas juste une gestion qui va être globale, qualitative et un peu intuitive, mais aujourd'hui, on va mettre des chiffres à ça, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est lorsqu'on met l'accent ou on investit du côté des ressources humaines, bien, c'est payant pour l'organisation. Les buts de la GRH, dans le fond, je l'ai comme mentionné un peu, il y en a deux. Le premier, c'est la productivité. C'est une fonction. Donc, au même titre que le marketing, même titre que les finances, c'est une fonction qui est gérée par l'organisation. Et donc, ce qu'on veut, au final, c'est la productivité des employés. Mais en même temps, ça va se faire seulement si les employés considèrent que leur qualité de vie au travail est suffisamment bonne, parce qu'on va le voir notamment lorsqu'on va parler des sondages ou de l'engagement des employés. On va voir qu'il y a un impact direct entre le fait que les employés se sentent bien dans l'organisation puis qu'ils sont performants. On va maintenant parler des évolutions, donc l'évolution qu'il y a eu dans les approches de ressources humaines. Donc, l'évolution des approches en gestion des ressources humaines. Alors, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment les ressources humaines sont gérées dans nos organisations, c'est sûr que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu une évolution qui a été assez importante de ce côté-là. La première, en tout cas, le premier moment où on a commencé à s'intéresser à comment gérer les ressources humaines, c'est lorsqu'on a parlé de l'approche mécaniste. Alors, l'approche mécaniste, ce qu'il disait, c'est qu'on va regarder les humains, mais comme le seul modèle qu'on avait en tête vraiment, c'était les machines, parce que ça, on connaissait bien les machines, c'est qu'on a commencé à regarder l'humain sous la même lunette. Donc, en se disant que finalement, les humains, c'est plus ou moins des engrenages qui font partie d'une machine qui est un petit peu plus grande. Et c'est vraiment comme ça que les ressources humaines étaient perçues. Fait que ce qu'on a essayé de faire, c'est spécialiser beaucoup les tâches, avoir une espèce de hiérarchie et d'ordre dans la façon des choses, de telle façon que ça, les employés finalement fonctionnent plus ou moins comme des machines. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une rupture avec comment c'était avant. Parce qu'avant, c'était pas tellement, les ressources humaines n'étaient pas perçues comme étant des engrenages dans une machine. En fait, beaucoup de gens avaient des métiers, beaucoup de gens étaient des artisans, faisaient les choses à leur manière. Et donc, dans ce sens-là, c'était pas du tout cette perception-là de voir les ressources humaines comme étant des machines. Alors que, aussitôt qu'on a eu l'époque industrielle, le premier réflexe, ça a été d'aller de ce côté-là. Celui qui a marqué le plus de ce côté-là, c'est Frederick Taylor. Et Frederick Taylor, lui, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que ce qui était très important, c'était de bien diviser le travail et que chaque personne ait non seulement quelque chose à faire de façon spécifique, mais également, ce qui se disait, c'est que chacune des personnes devait faire le travail d'une certaine manière qui était plus efficace. Et donc, c'était vraiment une approche qui était scientifique parce qu'il se disait, bien justement, si tu montes un mur puis tu es un maçon, bien, tu as une meilleure manière de poser tes briques, tu as une meilleure manière de mettre ton ciment, tu as une meilleure manière de X, Y, Z. Alors donc, Taylor était vraiment plus dans une optique de se dire comment est-ce qu'on peut maximiser ça. L'autre chose que Taylor sur laquelle il mettait beaucoup d'accent, c'était sur la supervision. Alors donc, pour lui, les superviseurs étaient en charge des gens et étaient en charge de s'assurer que le tout fonctionne. C'est un peu comme un opérateur de machine. Alors donc, c'est une vision qui était très prédominante à l'époque, qui l'est moins aujourd'hui, même si, on peut le voir, il y a encore aujourd'hui certains pans de l'industrie qui vont mettre l'accent sur cet aspect-là qui est beaucoup plus mécanique dans son approche. Vous voyez par exemple un exemple ici où ce que quelqu'un vient, et ça c'est une vidéo qui a été prise l'année dernière dans une compagnie avec laquelle j'ai eu la chance de faire affaire, qui font des bas de nylon. Bien, toute la journée, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son bas de nylon, elle le met sur le modèle, elle vérifie s'il y a des trous, elle l'enlève, puis elle recommence. Alors donc, ça, c'est vraiment une approche qui est plus taylorienne parce que on a démontré que c'était la meilleure façon d'atteindre nos objectifs comme ça. Si on regarde peut-être de façon un petit peu plus moderne dans la fonction du taylorisme, si vous regardez les centres d'appel. Les centres d'appel, c'est aussi une fonction qui est très, très taylorisée.
Les gens qui travaillent dans les centres d'appel vont avoir accès à de l'information qui va être sur leur écran. Ils vont parler évidemment avec leurs clients. Par contre, la façon dont ils vont répondre aux clients va être très mécanique. Donc, la plupart des centres d'appel, les grands centres d'appel, vont être organisés de façon que si le client demande telle et telle question, bien, ils vont aller sur tel et tel écran qui va leur dire de donner telle et telle réponse, etc. Donc, c'est très mécanique et ça l'est tellement qu'aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'organisations vont créer des sites où les clients vont parler à une machine et la machine va être capable de prendre en charge en tout cas une portion de l'interaction jusqu'à un moment où elle ne soit plus capable. Puis là, on va envoyer ça à des humains. Mais ça demeure quand même extrêmement mécaniste. Suite à ça, on en est rendu à une deuxième étape qui était plus le modèle administratif. Donc, ce qui caractérise le modèle administratif, c'est que c'est un modèle qui est beaucoup plus bureaucratique. Alors donc, on est moins dans les actions comme telles, on est moins dans les usines, dans les chaînes de montage, on est plus dans les fonctions administratives qu'il y a derrière. Alors, ça va s'appliquer beaucoup plus aux organisations qui ont du personnel et qui ne font pas nécessairement de la production comme telle. Par contre, l'idée était sensiblement la même, c'est-à-dire que la hiérarchie était super importante. Ce qu'on voulait, c'est organiser les choses, la supervision, les façons de faire, etc., c'était essentiel. Puis tu avais cette idée-là derrière l'ensemble de ces théories-là qui se disait que finalement, les gens vont au travail parce qu'ils sont essentiellement motivés par le fait qu'ils vont gagner de l'argent, qui va leur permettre de gagner leur vie. Et non pas parce que le travail pourrait être intéressant en lui-même. Puis on va voir que cette évolution-là, aujourd'hui, nous a amené à faire en sorte qu'on n'aborde pas du tout la gestion des ressources humaines de façon aussi mécaniste qu'on le faisait auparavant. Dans cette même filée-là, il y a eu évidemment l'approche qui était plus bureaucratique. Donc, on n'est pas seulement au niveau administratif, mais on est vraiment au niveau bureaucratique. Et là, on est avec Weber, qui, lui, a dit que ce qui était essentiel, c'est de mettre en place des règles, des procédures, des façons de faire, donc des politiques qui vont déterminer comment les gens doivent fonctionner dans l'organisation. Tous les systèmes de promotion, systèmes d'évaluation, etc., tout ça, pour lui, c'était une façon de fonctionner qui devait suivre des règles qui étaient très précises. On comprend qu'il y a des avantages à ça, parce qu'encore aujourd'hui, les organisations doivent se structurer, doivent avoir des politiques, doivent avoir des façons de fonctionner, mais en même temps, c'est certain que ça va déshumaniser beaucoup le travail et ça va faire en sorte que les gens vont considérer que c'est très impersonnel comme façon de faire. Et ça va avoir comme résultante que les gens ne seront pas nécessairement motivés parce que c'est de la motivation qui est très extrinsèque. On te demande de faire les choses d'une certaine manière, ça ne vient pas nécessairement de toi qui voudrais justement faire le travail comme tu penses qui est la meilleure façon de faire. Ce qui a amené, dans le fond, la prochaine évolution dans la façon dont on vit les ressources humaines, qui est l'École des relations humaines, notamment de Mayo, qui, généralement, mettait beaucoup plus l'accent sur l'humain comme tel. Alors donc, ce n'était pas tellement les façons de faire, les politiques, mais plutôt comment les humains vivaient ces choses-là. Puis, l'étude qui l'a amené à tirer ces conclusions-là, c'est une étude qui a été faite et qu'on appelle l'effet de Hawthorne. Et l'effet de Hawthorne, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est des scientifiques qui voulaient s'intéresser au travail. Puis notamment, ils se posaient la question, bon, si on changeait l'éclairage dans une usine, est-ce que ça aurait un effet sur la façon dont les travailleurs donc, produiraient? Et lorsqu'ils sont allés dans l'usine, bien, ils ont évidemment commencé avec une première approche. Ils ont dit, bon, on va avoir de l'éclairage à 150 %, mettons, beaucoup plus que ce qui est normal. Puis là, on va regarder c'est quoi l'impact que ça a. Ensuite de ça, on va le diminuer, 125 %, 100 %, 75 %, 50 %. Donc, on regardait différents aspects, justement, différentes façons de faire pour voir si ça aurait un impact. Sauf que ce qu'ils se sont aperçus, c'est que peu importe, à toutes les fois qu'ils faisaient un changement, les gens continuaient toujours à être un peu plus productifs que ce qu'on voyait auparavant. Et là, ils se sont posé la question, pourquoi? Puis dans le fond, lorsqu'ils sont allés voir les travailleurs, les travailleuses, ils leur ont demandé qu'est-ce qu'il y en était. Ce qu'ils sont aperçus, c'est que finalement, ce qui a motivé les gens à travailler, c'est plus le fait que finalement, on s'intéressait à leur travail. Qu'il y a du monde qui se sont dit, OK, ça vaudrait peut-être la peine de voir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer d'améliorer les choses. Alors là, c'était une question d'éclairage, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et ça a eu un impact beaucoup sur
le reste de la façon dont l'École des relations humaines a vu la façon dont les gens sont dans le travail, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement la structure comme telle, mais beaucoup plus comment tu vas traiter les humains qui va avoir un impact sur leur niveau de productivité. Aujourd'hui, je dirais que la théorie des organisations est un peu un mix en tout ça. Alors oui, tu as toujours un aspect qui va être très administratif, fonctionnel, etc. Il faut mettre en place des processus. Puis on sait qu'il y a des manières de faire qui sont meilleures que d'autres. Mais en même temps, tout ça s'inscrit toujours dans une perspective humaine. On travaille avec des gens, on travaille avec des hommes, on travaille avec des femmes, on travaille avec des personnes, des travailleurs, travailleuses. Et on sait que ce n'est pas seulement la structure, ce n'est pas seulement les machines qui font la différence, mais beaucoup également le climat de travail, leur niveau d'engagement. Donc, plein d'aspects psychologiques qui vont avoir un impact sur le fait ou non qu'on va avoir un retour sur l'investissement. Puis dans le fond, si on regarde globalement entre ce qui se faisait avant puis ce qui se fait maintenant en termes de ressources humaines, avant, ce qui nous intéressait, c'était plus la productivité. Et c'était vraiment une approche, encore une fois, plus mécaniste. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est comment est-ce que ça nous coûtait au niveau des ressources humaines. Est-ce que les gens étaient productifs? Comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des mesures pour que les choses fonctionnent mieux, finalement? Alors qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'accent sur la contribution des employés. Parce que les ressources, comme telles, souvent vont avoir le savoir nécessaire pour l'organisation. Et au-delà du fait qu'ils ont des tâches à accomplir, on le sait que s'il y a certaines personnes dans l'organisation qui partent, par exemple, bien, ça peut créer un problème important pour l'organisation comme telle parce que ce savoir-là, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement sur papier et on doit s'assurer que les gens se sentent bien dans l'organisation et veulent continuer à y rester et y soient engagés. Fait que tout cet aspect-là d'engagement devient quelque chose qui est fondamental, puis on va le voir de toute façon dans toutes les sections qu'on va toucher en ressources humaines, que l'aspect humain est un aspect qui va être très important. Puis la deuxième chose qu'on va regarder, sur laquelle il y a un accent, c'est qu'on regarde également pour chiffrer les choses. Donc, on essaie d'avoir une approche qui est un petit peu plus scientifique, mais qui est basée sur le retour sur l'investissement. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup pour les ressources humaines, mais en même temps, est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça vaut la peine de former les gens? Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un processus, mettons, de sélection XYZ? Est-ce que ça vaut la peine de faire des sondages? Est-ce que, bon, etc. Toutes ces questions-là doivent être répondues parce qu'elles ont un impact direct sur les déboursés qui sont faits par l'organisation et en même temps sur le retour sur l'investissement. Et ça, c'est également amené par le fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à un très grand nombre de données et on utilise beaucoup l'approche maintenant en ressources humaines que ce qu'on va appeler, puis qui est utilisé ailleurs également, du Big Data. Alors, c'est quoi le Big Data? Bon, vous en avez entendu parler, mais c'est essentiellement être en mesure d'utiliser une très grande quantité de données qui touchent à un domaine particulier. Alors, dans ce cas-ci, c'est les ressources humaines, pour être capable de mesurer, de comprendre, puis surtout d'optimiser le talent de façon à ce que les gens, en tout cas que les processus ou les investissements qu'on fasse dans l'organisation nous permettent d'arriver aux objectifs le plus facilement possible. Ça s'appuie évidemment sur des données qui sont passées et actuelles pour comprendre et expliquer les tendances. Ça, c'est l'enjeu qu'on va retrouver avec le Big Data. Au-delà du fait que théoriquement, on se dit que c'est intéressant d'utiliser le Big Data, il faut aussi avoir accès à ces données-là. Et là, d'une part, tu as tout l'enjeu au niveau de est-ce que je les collecte, ces données-là, parce que ce n'est pas toutes les organisations qui les collectent. Dans un deuxième temps, c'est collecter comment, puis est-ce qu'on peut les colliger ensemble? Parce que ce qui arrive souvent dans les organisations, c'est qu'il y a un certain département qui va ramasser quelques données, un autre département qui va ramasser d'autres données, et ce n'est pas nécessairement tout mis ensemble. Donc, il y a des applications souvent qui vont être plus spécifiques à chacun des domaines et qui ne sont pas nécessairement toutes réunies ensemble. Alors ça, c'est un autre enjeu. Et même si c'était réuni ensemble, tu as l'autre enjeu au niveau de la pureté de ces données-là. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les données qui sont à la disposition des organisations ne sont jamais 100% parfaites. Il y a des erreurs, il y a de la redondance, il y a des gens qui sont là qui ne devraient pas être là, il y a des gens qui devraient être là qui n'y sont pas. Alors, lorsqu'on fait du Big Data, un des enjeux principaux en ressources humaines, mais je pense que c'est vrai partout,
c'est de s'assurer d'avoir une base de données qui est valide, finalement, qui nous permet de prendre des bonnes décisions. En termes de type d'information qui est disponible pour les entreprises au niveau RH, tu en as plein. Alors, tu as toutes les variables biodémographiques, puis là, on rentre évidemment dans toutes les questions de confidentialité des données ou d'utilisation des données. Mais il y a des données qui sont collectées naturellement par l'organisation et qui sont donc disponibles. Alors, il va y avoir évidemment l'âge, le sexe, l'éducation, les compétences, les ventes qui ont été faites, etc. Et un problème et en même temps un avantage, c'est que, l'avantage, c'est que toutes ces données-là, tu peux les analyser pour essayer de prendre des décisions qui sont les plus pertinentes possibles. Le désavantage, évidemment, c'est que dans certains cas, ça pourrait t'amener à prendre des décisions qui sont biaisées. Alors, je donne un exemple. Si on s'aperçoit que, je ne sais pas moi, les gens qui sont plus âgés ou moins âgés sont plus performants ou sont capables de faire telle et telle chose dans une organisation de façon plus facile, bien, ça pourrait amener certaines organisations à dire, mais je vais faire de la discrimination au profit d'un groupe, mettons d'un groupe d'âge en particulier, pour occuper tel type de poste, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont tout à fait qualifiés, tout à fait compétents, qui pourraient occuper ces postes-là, qui pourraient être mis sur le côté simplement parce que les données montrent que, bien, finalement, ce n'est pas les personnes qui, en moyenne, sont les plus performants pour ce type d'emploi-là. Donc, il faut être très, très, très prudent par rapport à l'utilisation des big data. Ce que les entreprises mesurent, c'est plein de choses. Il y a évidemment les variables biodémographiques, mais la motivation, la rémunération, le leadership, la planification, la formation, en fait, n'importe quoi qui se mesure, ce sont des données qui sont intéressantes puis qui peuvent être utilisées par la suite pour prendre des décisions. Si on regarde des exemples plus précis en ressources humaines, disons par exemple par rapport à la taille et la composition de la force de travail. On peut regarder les tendances démographiques qui sont susceptibles d'affecter le travail des gens. Évidemment, on vit dans une culture où tu as des gens qui proviennent de différents âges, différents sexes, différentes origines ethniques, différents environnements de travail. Bien, ce qu'on veut, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui soit la plus représentative de l'environnement. Ça, c'est un des enjeux qu'on a, ou en tout cas un des objectifs qu'on se donne en ressources humaines. Et donc, le fait d'avoir une main-d'œuvre qui est représentative, ça peut être un des éléments qui à la fois est mesuré et à la fois qui est un objectif. Si on regarde au niveau de la gestion du rendement, souvent les organisations, puis ça c'est un des cours qui va toucher à ça sur l'évaluation du rendement ou la gestion du rendement en général, bien, on regarde comment est-ce que les gens évoluent, c'est quoi les forces qu'ils ont en termes de compétences, quels sont les éléments qu'on devrait combler parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont ces compétences-là ou ces connaissances-là. Alors ça, c'est des choses qui vont être regardées. Au niveau de la rétention du personnel, c'est quoi le taux de rétention ou le taux de roulement des employés, puis comment est-ce qu'on se compare à l'industrie. Ça aussi, ça va faire en sorte qu'il y a des décisions qui vont être prises au niveau ressources humaines pour s'assurer qu'on est les plus performants possibles de ce côté-là. En termes d'autres exemples possibles, le leadership. Bon, le leadership, c'en est un autre. Il y a des façons aujourd'hui avec des tests, puis ça, c'est un des éléments qu'on va toucher dans le cadre du cours, qui nous permettent de savoir c'est quoi les forces et les faiblesses des gens qui sont dans une position de leadership, dans une position de supervision, et d'essayer de voir justement si le fait qu'une personne démontre plus de leadership va avoir un impact sur le rendement. Habituellement, ça va en avoir, mais jusqu'à quel point il va avoir un impact sur le rendement de son unité et même de l'organisation en général. C'est la même affaire pour la formation, c'est la même affaire pour la rémunération. En fait, n'importe quoi qui touche aux ressources humaines, aujourd'hui, il y a un très fort accent pour accumuler des données, et ces données-là vont nous permettre par la suite de faire des analyses, donc ces analyses-là qui sont très globales, qui sont basées sur des millions de données, mais qui, au-delà de ça, vont nous permettre de prendre des décisions. Puis pour ça, peut-être prendre des exemples un peu plus concrets. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'une organisation qui regardait jusqu'à quel point ça fait une différence que j'ai des gens qui soient à temps plein et au niveau de la performance. Alors, si vous avez des gens qui sont à temps partiel, ça va vous coûter moins cher. Vous allez avoir plus de flexibilité en termes de comment vous pouvez gérer les choses. Mais d'un autre côté, les gens en temps partiel, c'est souvent des gens qui n'ont pas nécessairement toutes ou qui n'ont pas assez de temps pour cumuler toutes les connaissances, l'expertise, les compétences pour faire l'emploi.
Alors donc, tu as une flexibilité d'un côté, mais en même temps, tu as un manque au niveau du gain de compétences. À l'inverse, tu as des gens qui sont beaucoup plus du côté à temps complet, bien, c'est des gens qui se dédient à cet emploi-là et donc qui vont être probablement plus compétents, mais qui en même temps vont être plus coûteux pour l'organisation. Fait qu'on peut se poser la question, c'est quoi l'endroit ou le moment où ce que je vais être le plus, le plus performant en termes de quantité ou de pourcentage d'employés qui vont être à temps partiel versus les gens qui vont être à temps plein. Puis comme vous le voyez sur le graphe, c'est probablement une très grande organisation qui est diversifiée sur plusieurs endroits au pays. Et à partir de là, il va être capable de voir la performance en fonction du pourcentage des employés qui sont à temps plein. Puis dans ce cas-là, ce qu'on peut voir, c'est que la moyenne se retrouve à peu près à 0. Donc, lorsque tu as la moitié des gens qui sont à temps plein, puis la moitié des gens qui sont à temps partiel, donc dans ce cas-ci, c'est 45 %, bien, tu t'aperçois que tu as une performance qui est moyenne. Par contre, si tu augmentes ta quantité, ton pourcentage de personnes qui sont à temps plein, bien, tu vas augmenter, mais ça jusqu'à un certain point, puis tu as comme un point optimum. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu as ces données-là, après ça, tu peux prendre des décisions. Tu peux te dire qu'à partir de maintenant, ce que tu vises, c'est que, dans ce cas-ci, l'équivalent d'à peu près 65 % de la main-d'œuvre doit être à temps plein, puis 35 % à temps partiel. D'autres exemples dans une organisation, pour voir les leviers de productivité, bien, tu regardes l'ensemble des données, puis le système va être en mesure de te dire, par exemple, que les gens qui sont les plus performants, c'est ceux qui sont entre 3 et 5 années de service. Donc, plus que ça, ils deviennent un petit peu moins performants. Ceux qui ont un diplôme universitaire, ceux qui ont 2 ans et plus d'expérience, etc. Puis en même temps, c'est quoi les caractéristiques des gens qui sont les moins performants? Alors, ceux qui ont un taux d'absentéisme un peu plus élevé, qui ont été plus longtemps dans la même position, dans ce cas-ci 24 mois et plus. Fait qu'en ayant ce portrait-là, on est en mesure de dire, OK, bien finalement, si j'ai à faire un choix pour un employé, qu'est-ce que ça va être? Puis où, si j'ai à intervenir auprès de ces employés-là, où est-ce que ça va être le plus payant? Alors, dans ce cas-ci, par exemple, je dis diplôme universitaire. Bien, peut-être que je pourrais offrir à certaines personnes de compléter un diplôme universitaire ou de payer pour de la formation, donc de payer pour les frais de scolarité qui sont donnés aux employés, parce qu'on sait que ça a un impact direct. Alors que sur d'autres affaires, bien, il va avoir un impact qui va être peut-être plus négatif. Un autre exemple, cause-effet du roulement. Alors, si c'est le roulement qui nous intéresse, on veut savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont rester dans la compagnie ou vont partir de la compagnie. Je vais vous donner un exemple concret sur lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les gens de la RBC à Toronto, puis j'ai rencontré le VP ressources humaines là-bas. Et ce qu'il me disait, c'est que l'enjeu principal, un des très gros enjeux qu'ils avaient en ressources humaines, c'était la rétention du personnel dans les centres d'appel. Donc, le taux de roulement était vraiment très élevé et ça faisait en sorte qu'il y a des coûts astronomiques qui sont associés à ça. Parce qu'il faut que tu sélectionnes ces gens-là, il faut que tu les recrutes, il faut que tu les sélectionnes. Un coup qu'ils sont là, il faut que tu les formes. Un coup qu'ils sont formés, les gens doivent acquérir une certaine expérience. Un coup qu'ils ont l'expérience, ils deviennent plus performants. Bien, s'ils quittent, il faut que tu recommences. Et ça, c'est des coûts qui sont astronomiques. Alors donc, c'est poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont plus tendance à rester ou à partir? Puis là, vous le voyez, par exemple, sur le setup que je vous présente, il y a plein de raisons. Vous pouvez même en penser vous-même à différentes raisons. Pourquoi les gens restent dans un centre d'appel, puis pourquoi les gens partent d'un centre d'appel. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une analyse, un big data, donc il est allé chercher toutes les données associées aux personnes qui travaillent dans les centres d'appel pour voir s'il y avait des éléments qui ressortaient de façon plus significative. Puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a trouvé. Ce n'est pas nécessairement intuitif parce qu'il m'a posé la question, d'après toi, ça serait quoi? Évidemment, je me suis dit, bon, mais c'est probablement la façon dont le travail est structuré. Peut-être que les gens, bon, tu sais, c'est un travail qui est plus répétitif. Fait que c'est peut-être un des enjeux. Donc, tout ce qui a rapport avec l'engagement. Puis c'est une des réponses qui est possible, qui était vraie pour d'autres centres d'appel, mais qui, dans ce cas-là, n'était pas la raison pour laquelle les gens partaient. En fait, les deux raisons qu'ils ont identifiées suite à l'analyse du Big Data,
La première, c'était la distance entre la maison ou la résidence des employés puis le centre d'appel. Pourquoi? Parce qu'on est à Toronto et si toi, tu restes à Mississauga ou tu restes à l'extérieur, puis ça te prend 1h30 à tous les matins pour te rendre à l'ouvrage, puis 1h30 pour revenir, bien, c'est un enjeu majeur qui va faire en sorte que les gens vont le faire parce que ça leur donne de l'expérience, ça leur donne un salaire, mais à un moment donné, ils se disent, bien, ça ne vaut plus la peine. Alors donc, ça, c'est la première raison qui expliquait le plus directement possible le fait que les gens ne restaient pas dans l'entreprise. Deuxième raison, c'était le statut. Est-ce que les gens étaient à temps partiel ou étaient à temps plein? Puis en fait, plus les gens étaient à temps partiel, plus ils avaient tendance à quitter l'organisation. Alors, par rapport à ça, ce qu'ils ont dit, c'est qu'écoutez, on va poser des actions aux ressources humaines. Et les deux actions qu'ils ont posées, c'est dans un premier temps, toute la sélection des employés se faisait sur une base géographique. Donc, c'est possible de dire, moi, je vais privilégier les employés qui restent à telle distance du centre d'appel. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décidé d'embaucher toutes les personnes à temps partiel, d'embaucher à temps plein. Même s'il n'y avait pas nécessairement au départ du travail complet pour ces personnes-là, le simple fait d'embaucher ces personnes-là à temps plein faisait en sorte qu'il y avait moins tendance à partir. Et donc, par la suite, ça a été une question de leur trouver du travail, donc, pour faire en sorte de justifier leurs 40 heures. On comprend que, particulièrement pour la deuxième solution, ça a un enjeu économique important. Si tu prends tous tes employés à temps partiel et tu les mets à temps plein, bien, ça vient de te coûter pas mal plus cher en termes de salaire au niveau mensuel ou même au niveau annuel. Par contre, en faisant ça, ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'ils ont été en mesure de sauver des millions de dollars par année parce que le taux de roulement a diminué de façon drastique et les coûts qui ont été nécessaires pour réduire ça, donc payer les gens à temps plein plutôt qu'à temps partiel, étaient nettement inférieurs au retour sur l'investissement qu'ils avaient. Fait que c'est un bon exemple. Puis c'est intéressant parce que ça s'appliquait très bien dans cette particularité-là, donc à Toronto, pour les centres d'appel, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'appliquerait à un centre d'appel, mettons, qui est à Miramichi ou qui est à un endroit où, de toute façon, les gens restent prêts, et ça ne serait pas un enjeu. Fait que le big data, c'est intéressant, mais dans la mesure où on est capable de l'appliquer à des situations particulières, et chaque situation est différente, et ces analyses-là doivent être différentes. Les avantages pour le GRH, évidemment, c'est de se positionner. Donc, si tu es capable de faire du big data, tu es capable de mieux comprendre ta main-d'œuvre et tu es capable d'intervenir. Donc, le big data, ce n'est pas juste de ramasser des données, ce n'est pas juste d'analyser, c'est aussi être en mesure de prendre des décisions qui sont éclairées, qui vont te permettre finalement de décider qu'est-ce qui est mieux d'être fait, qu'est-ce qui n'est pas mieux d'être fait. Et là, vous avez quelques exemples, par exemple chez GM, chez Cisco, chez Nationwide, qui ont démontré que lorsqu'on était capable d'investir du côté des ressources humaines, mais en utilisant des données qui nous permettent de prendre des bonnes décisions, ça nous permet d'avoir un impact majeur sur le retour sur l'investissement, tant au niveau de la productivité qu'au niveau de la diminution du roulement, qu'au niveau du chiffre d'affaires que tu fais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les ressources humaines deviennent un élément qui est central, qui doit faire partie des décisions stratégiques qui sont prises, mais qui en même temps, on doit avoir les moyens donc de faire ces analyses pour prendre les bonnes décisions. Ça touche le big data, c'est très très près de l'intelligence artificielle, puis c'est là-dessus qu'on va parler sur le prochain point. Si on regarde maintenant l'impact de l'intelligence artificielle sur les ressources humaines, on voit qu'il y a définitivement des enjeux de ce côté-là. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est nouveau, mais quelque chose qui est probablement là pour rester. C'est un phénomène qui est généralisé. On voit ça dans l'industrie automobile en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. On le voit également dans l'hôtellerie. On le voit dans les caisses automatiques, donc commerce de détail. On le voit dans les magasins. Bon, on le voit un petit peu tout partout. Et donc, dans certains cas, ça prend une forme un petit peu plus robotisée, c'est-à-dire qu'on la voit. Dans d'autres cas, la robotisation va se faire par une interface, donc au travers un ordinateur. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est le côté de remplacer le travail humain par un travail qui, lui, est machine, intelligence machine, c'est quelque chose qui est là pour rester.
Les raisons pour lesquelles on pense que ça va rester et les raisons pour lesquelles on va vers la robotisation, évidemment, c'est l'augmentation des gains financiers, augmentation de la productivité, vieillissement de la population également. Donc, il y a du travail manuel qui doit être fait par des gens, puis lorsqu'on vieillit, évidemment, ça devient plus difficile. Une baisse de la natalité, pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que la robotisation, c'est un élément qu'on doit tenir en considération dans les ressources humaines. Au niveau des impacts sur la GRH, on peut s'attendre, s'il y a plus de robots, évidemment, à moins de conflits sociaux, parce qu'évidemment, les robots, eux, ils n'auront pas tendance à faire ça. Perte de pouvoir des travailleurs, parce que si les travailleurs sont en compétition avec une main-d'œuvre qui, elle, est robotisée, ils vont avoir plus de difficultés à compétitionner. C'est aussi une espèce d'incontournable lorsqu'on regarde la productivité des robots versus les employés. Et donc, au final, une diminution de l'influence de la direction des ressources humaines. C'est certain que quand on regarde ça, on peut voir ça comme une menace de la part de la robotisation ou de la part de l'intelligence artificielle. En même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une évolution. Et de la même façon qu'il y a peut-être une centaine d'années, et même plus, on a vu que l'évolution au niveau de la technologie, l'évolution au niveau des transports, une évolution au niveau de la machinerie représentait une menace pour les gens qui occupaient certains types d'emplois. Mais encore aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, finalement, c'est simplement le problème qui est modifié, ou en tout cas qu'on retrouve aujourd'hui par rapport à notre situation actuelle. Mais elle n'est pas très différente de ce qu'on observait il y a 100 ou 150 ans. À toutes les fois que tu as de la technologie qui avance, c'est certain que ça a un impact sur les façons dont on fait les choses. L'autre chose qu'on peut penser qui peut dédramatiser un peu cette situation-là, c'est que c'est vrai que les robots peuvent remplacer les humains. Par contre, la création de ces robots-là, également la production de ces robots-là, puis tout ce qui entoure cette industrie-là a des limites. On ne peut pas faire un robot pour tous les types d'emplois parce que ça ne serait pas payant. Il y a des robots qui ne vaudraient pas la peine parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes dans ces emplois-là. Si on regarde aujourd'hui en Amérique, on répertorie environ 12 000 différents emplois. C'est très peu probable qu'on va avoir 12 000 différents robots pour remplacer ces personnes-là. Les robots devraient donc prendre une place dans les emplois où c'est économiquement payant de les utiliser. Et donc, pour certains types d'emplois, il va y avoir une disparition des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Par contre, ce n'est pas vrai pour l'ensemble des secteurs. Si on se demande si les machines vont remplacer les êtres humains, alors pour certains chefs d'entreprise européens, la cohabitation, c'est quelque chose qui est presque une certitude, c'est des choses qui vont arriver. Si on regarde également au niveau de qu'est-ce que les universitaires vont penser, les robots vont effectivement prendre une place qui est de plus en plus grande. Finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quelle est la place de l'humain là-dedans. Et l'humain va probablement, si on regarde l'expérience passée, parce que l'histoire explique souvent bien le futur, l'humain va prendre la place qui ne peut être occupée par les robots. Et donc, ça va être au niveau de la conception, ça peut être au niveau de tout autre type de nouveaux emplois qui vont être créés. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'en ressources humaines, on doit tenir compte de ça et comprendre que dans le futur, les humains comme unique force de travail en emploi, ce n'est pas quelque chose qui risque de se maintenir et que les robots vont prendre une place de plus en plus importante, mais jusqu'à un certain point, sur le marché du travail. Si on regarde maintenant au niveau des tendances pour les réseaux sociaux, c'est effectivement un des secteurs qui prend une place de plus importante, non seulement pour les ressources humaines, mais dans tous les secteurs. On n'a qu'à penser au niveau de la politique, par exemple, où il n'y a plus un politicien qui ne peut se passer d'avoir ses messages sur les réseaux sociaux. Mais un peu la même chose pour le reste et certainement sur le monde du travail. Il y a donc beaucoup de questions qu'il faut se poser, notamment est-ce que le fait que les réseaux sociaux sont si présents, d'une part, est-ce qu'on doit laisser les employés l'utiliser?
Beaucoup d'organisations vont aller dans la direction de oui, parce que ça devient un outil de travail et non pas un moyen de se divertir dans le cadre du travail. Mais en même temps, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont là. Et donc, ça, c'est un des enjeux au niveau des ressources humaines de se positionner, à savoir, est-ce qu'on va permettre aux gens, par exemple, d'utiliser les réseaux sociaux pendant la journée, pendant leur heure de travail? Est-ce qu'on va le permettre à tout le monde ou est-ce qu'on va le permettre seulement pour le personnel qui peuvent avoir une idée du fait que ça va les aider dans leur travail ou non? Au niveau des statistiques, ce qu'on peut voir, c'est que 71% des utilisateurs d'Internet étaient des utilisateurs de réseaux sociaux. Bon, des grands utilisateurs, des petits utilisateurs, on ne le sait pas, mais c'est clair que si les gens qui ont de l'Internet, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est présent. Et ça fait déjà quelques années. On peut même prédire ou dire qu'aujourd'hui, c'est probablement encore plus présent. En 2016, 64% des Canadiens avaient un profil de réseau social, puis 50% étaient inscrits à plus d'une plateforme de médias sociaux. Si vous regardez ici au niveau de la map qu'on observe en janvier 2017, on voit que de plus en plus, à peu près toutes les parties du monde sont connectées aux réseaux sociaux. C'est donc quelque chose qui est un incontournable. Ce qui ramène à la question, est-ce que les employés devraient ou ne devraient pas utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail? Pour 46% des 25 à 30 ans, Facebook, Twitter puis Consort sont des outils de travail à part entière. Ça, c'est une opinion, c'est un sondage plutôt qui a été fait auprès des gens de cette population-là, qui pour eux, c'est un quotidien. Alors, c'est pas différent des gens qui ont vu l'apparition du téléphone, par exemple, ou qui ont vu l'apparition de d'autres moyens de communication. Ça devient partie intégrante de leur vie. 98% de messagerie personnelle, 80% des jeunes admettent se connecter à Facebook et probablement à beaucoup d'autres également. Ce qui fait que cette réalité-là de l'utilisation des médias sociaux, c'est quelque chose qui est important. Et là, on présente dans les acétates quelques statistiques qui sont à l'appui de cet élément-là. La question à se poser, c'est bon, jusqu'où ça peut aller, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors, c'est ça qui va faire que c'est un enjeu qui va être important. Et quelle est l'approche ou quelle est la politique en ressources humaines qu'on devrait utiliser par rapport aux réseaux sociaux? D'une part, les réseaux sociaux permettent notamment d'aller avoir plus d'informations sur les gens, à la fois les personnes qui appliquent pour des emplois et à la fois des personnes qui sont à l'emploi de l'organisation. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être invasif puis aller chercher de l'information sur des gens qui posent leur candidature, mettons, ou même sur des employés, à savoir qu'est-ce qu'ils font de leur temps, quel est leur comportement à l'extérieur de l'entreprise. Alors donc, au niveau des ressources humaines, ça peut être à la fois un outil extrêmement utile dans la mesure où ça nous permet de détecter des talents internes, par exemple, connaître des informations sur les compétences des gens qu'on ne connaissait pas. Mais en même temps, il y a un enjeu de transparence, à savoir jusqu'à quel point est-ce que tu es correct, est-ce que tu as le droit d'aller chercher cette information-là qui n'est pas nécessairement directement reliée au travail. Il y a eu quelques cas, et si on regarde par exemple au niveau des situations qui peuvent se produire, il y a eu des cas où justement on a démontré une utilisation des réseaux sociaux. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des avantages. D'une part, c'est pas cher, c'est gratuit, c'est rapide. C'est aussi une image de marque. Donc, pour les organisations, maintenant, c'est important de se positionner non seulement comme employeur dans des réseaux qui sont plus classiques, donc en termes de présence médiatique, mais aujourd'hui, l'importance d'être sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est fondamental. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est souvent, il y a beaucoup trop d'informations, c'est pas nécessairement fiable. Il y a un risque accru de responsabilité également, de réclamation, de discrimination, de violation des droits de la vie privée lorsqu'on utilise les réseaux sociaux pour aller chercher de l'information, alors que les gens n'ont pas nécessairement donné la permission d'y aller. C'est quoi les meilleures pratiques
créer une politique sur les médias sociaux. Donc ça, c'est la première chose, parce que ça permet une réflexion de la part des organisations, à savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Mais en même temps, c'est transparent pour les employés qui savent où est-ce qu'on en est. Sélectionner des candidats en utilisant les données des médias sociaux après l'entrevue et non pas avant l'entrevue pour éviter les biais. Quels sont les biais? Bien, simplement le fait d'aller sur l'Internet et de voir les photographies des gens, de voir les endroits dans lesquels ils sont, ça nous donne des informations sur leur âge, sur leur sexe, sur leur origine ethnique, sur plein de choses. Et ça pourrait, théoriquement, être un moyen de faire de la discrimination au niveau de l'emploi. Donc, si tu le fais avant l'entrevue, ça va augmenter tes chances que tu portes un biais dans la sélection des gens que tu vas faire. Par contre, si tu le fais après l'entrevue et que tu as évalué l'ensemble des gens et finalement, c'est pour te donner de l'information qui est additionnelle, ça, à ce moment-là, c'est plus légitime. Laisser la présélection spécialiste des ressources humaines. Alors, évidemment, les gens qui sont en ressources humaines sont mieux équipés pour faire de la sélection de personnel et probablement moins biaisés. Si on donne l'ensemble de cette responsabilité-là à toutes les personnes ou tous les gestionnaires dans l'organisation et qu'ils sont les seuls à prendre les décisions, bien, ils pourraient utiliser cette information-là, pas nécessairement dans le meilleur escient possible. Et finalement, informer les gens que vous allez faire une vérification des antécédents si c'est ce que vous voulez faire. Par ailleurs, du côté des employés, il y a eu un cas particulièrement intéressant où la personne ou l'employé avait fait une démonstration sur l'Internet qui n'était pas, on dirait, au goût de l'organisation. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au travers de ce cas-là, il existe pour les employés ce qu'on appelle une obligation de ne pas publiquement nuire à l'image ou la réputation de l'employeur. Et ça, c'est un cas qui provient du Practice de Common Law dans le reste du Canada et qui démontre justement que la loyauté, c'est un élément qui est essentiel, que les gens soient ou non dans le cadre de leur travail quotidien. Et ça faisait référence à un cas du syndicat des employés du Lowe's à l'Hôtel Québec, où l'employé avait modifié une photo promotionnelle du site de son employeur pour substituer une photo de lui-même torse nu tenant une bière. Sa photo a été mise sur son profil. Il y a eu 170 amis Facebook qui l'ont vu. Et il y a eu un grief qui a été déposé contre son congédiement parce que l'organisation avait décidé que ce n'était pas approprié. Il y a eu ce cas-là, et ce cas-là, ce qui l'a amené, c'est qu'il y a eu un congédiement qui a été fait, mais le congédiement a été renversé et a été plutôt remplacé par une suspension de 4 mois qui est substituée à la peine initiale donc, du congédiement. Un autre cas intéressant, c'est un cas où, dans le cas des syndicats des travailleuses et travailleuses de l'Institut, universitaire en santé mentale du Québec, où un employé en congé de maladie pour cause de dépression majeure suite à une rupture, on a été capable, par les réseaux sociaux, de voir que finalement, elle faisait des sorties qui étaient capables de fonctionner, puis que, selon l'employeur, en tout cas, elle n'était peut-être pas nécessairement en dépression. L'employeur a décidé de congédier l'employé pour cause de malhonnêteté. Par contre, selon la preuve qui a été faite, ce que la plaignante a dit à son médecin traitant est beaucoup plus proche de la réalité que le portrait rose bonbon, donc le portrait qu'elle montrait sur Facebook. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que souvent, Facebook va présenter une image, mais cette image-là n'est pas nécessairement un reflet fidèle de ce que les gens vivent. Et dans ce cas-là, donc, cette plainte-là n'a pas été retenue, puis ils n'ont pas été capables de congédier la personne sur la base des informations qui avaient retournées sur les réseaux sociaux. Fait que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est d'utiliser son jugement, d'être le plus transparent possible, puis en même temps, de faire attention au moment de prendre des décisions sur la base d'informations qui ne sont pas directement reliées à l'emploi. Prochain point va toucher à l'ubérisation du travail. La dernière tendance moderne qu'on observe au niveau des ressources humaines, c'est l'ubérisation des services. Alors donc, l'ubérisation fait référence évidemment à Uber ou à l'utilisation des services qui permettent aux professionnels, aux clients de se mettre en contact direct de manière quasi instantanée grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. C'est un service qu'on voit apparaître de plus en plus, notamment dans le transport, notamment dans
dans la restauration, notamment dans l'hôtellerie, donc dans beaucoup de secteurs. Pour l'instant, ça ne touche pas tant le secteur ressources humaines. Par contre, c'est un modèle qui pourrait prendre de l'ampleur. Donc, il faut garder un œil là-dessus. Parce que c'est certain que dans ces choses-là, du moment que tu as un besoin, est-ce que tu es nécessairement obligé de passer par une organisation qui elle-même doit assumer un certain nombre de coûts d'infrastructure, etc., pour obtenir, et donc à un coût plus élevé? Ou est-ce que si tu avais la possibilité d'avoir accès directement à un professionnel ou à peu importe une personne qui va te rendre ce service-là, est-ce que ça ne serait pas plus simple d'y aller directement avec cette personne-là? Et c'est là qu'on a toute la notion d'ubérisation. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à plus ou moins court, moyen, long terme, c'est une tendance qui va devenir de plus en plus lourde. Alors, pas seulement pour des services directs du genre transport ou hôtellerie, mais ça va probablement pouvoir prendre place également pour d'autres types de services. C'est qui sont les gagnants? Les grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises-là sont cotées en bourse. Ces grandes entreprises-là vont générer les revenus, prennent une part des revenus qui sont donnés aux gens qui les donnent à toutes les fois que ça arrive. Donc, c'est des organisations qui peuvent devenir des multinationales. Et évidemment, le consommateur, parce que le consommateur, lui, va obtenir un service qui va être plus rapide, un service qui va être moins coûteux. Et avec la façon dont ça fonctionne, ou ce qu'on est capable d'évaluer les services qui sont donnés par les gens, on a même un meilleur choix. Donc, on sait déjà si on fait appel à un service en particulier, notamment lorsqu'on demande un Uber, tu peux voir l'historique de la personne qui est là, depuis combien de temps elle le fait, puis également les commentaires des autres. Alors, donc, c'est une façon de gérer la qualité probable que tu vas obtenir en termes de service. Les perdants, probablement les gens qui rendent les services. Parce que pour l'instant, ils ont une plus faible rémunération, il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas de protection sociale, mais tout ça, ça se travaille. Et il y a les États, entre autres le gouvernement québécois, qui travaillent pour amener des solutions pour permettre à ces gens-là d'être mieux protégés. C'est ce qu'on a vu dans l'industrie du taxi, où le principe d'ubérisation est suffisamment présent, mais où ils ont été capables d'établir un certain nombre de règles. C'est un début, mais ça risque d'aller en augmentant. Pour les personnes qui font ça, d'un autre côté, c'est plus de flexibilité, plus de souplesse, plus de facilité d'accès au marché du travail également. Fait que comme n'importe quelle nouvelle avancée, tu as des points qui sont positifs, tu as des points qui sont négatifs. À quelque part, ce qui est important en ressources humaines, c'est tenir compte de cet élément-là et savoir que ça s'en vient et essayer d'arrimer la façon dont on gère les ressources humaines en tenant compte de ça et non pas en faisant semblant que ça n'existe pas. La dernière tendance lourde par rapport aux ressources humaines, ce sont la démarche scientifique en gestion des ressources humaines. Alors aujourd'hui, les ressources humaines, c'est évidemment une science qui n'est pas une science dure, c'est une science qui est sociale, mais c'est quand même une science parce qu'on essaye de comprendre et on essaye aussi de prédire qu'est-ce qui va se passer. Plus on va en connaître, plus on va être en mesure d'avoir des pratiques qui sont gagnantes, à la fois pour les organisations et pour les employés. Mais pour ça, ça nous prend au minimum la capacité de faire des études. Et là, il y a différents courants qui existent de ce côté-là. Dans la démarche scientifique, tu as ce qu'on appelle les théories paradigmatiques. Et les théories paradigmatiques vont essayer de comprendre la façon dont ça fonctionne plus dans un cadre de système. Donc, on essaie de comprendre c'est qui les intrants, les extrants, la rétroaction, comment est-ce que ça fonctionne à l'interne. Donc, on a vraiment une orientation sur le système lui-même, qui va être évidemment très relié aux ressources humaines, parce que les ressources humaines, c'est aussi une série de systèmes qui permettent d'embaucher les gens, de les former, de faire en sorte qu'ils vont être engagés, leur carrière en tout. Fait que, donc, plus tu en connais sur la façon dont le système fonctionne, plus que tu vas être en mesure de prendre les bonnes décisions. Le deuxième type d'études qui est faite, c'est les théories qui sont causales. Fait que dans le fond, ici, on est encore au niveau de l'observation parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui cause quoi. Et pour faire ça, on va faire des études réelles qu'on va voir dans toutes les sciences avec des variables indépendantes qui vont prédire des variables qui sont dépendantes ou les conséquences. Et on essaie de trouver s'il existe un lien empirique entre les variables.
Il faut également qu'il y ait une séquence temporelle, c'est-à-dire qu'un premier événement qui, lui, va causer un deuxième événement. Et à partir de là, bien, on peut essayer de voir c'est quoi ce lien-là, jusqu'à quel point ce lien-là est fort. Puis, est-ce que ça se peut qu'il y ait une troisième variable qui puisse expliquer le lien? Donc, ça se peut qu'il y ait une corrélation, mais ça se peut qu'il n'y ait pas nécessairement de causalité. Par exemple, les gens qui fument sont aussi souvent des gens qui mangent moins bien. Et les gens qui fument peuvent avoir des problèmes au niveau de leur santé. Mais si tu regardes puis tu fais la corrélation entre manger moins bien, par exemple, puis avoir un problème de santé, bien, peut-être que le réel problème, c'est que tu fumes et non pas à cause de ce que tu vas avoir comme nourriture. Fait que donc, l'important d'établir le lien causal, puis en même temps d'établir si cette causalité-là, c'est une causalité qui est réelle ou simplement induite par le fait qu'il y a une corrélation avec un autre variable. Troisième type d'approche, c'est les théories qui sont plus descriptives. Alors donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est le fonctionnement. On essaie de comprendre la logique des acteurs qui font partie d'une solution, quels sont les jeux de pouvoir qui sont reliés à une situation, puis on essaie d'identifier les éléments importants qui vont permettre d'expliquer les situations. Fait qu'on est vraiment dans une perspective d'explication. Finalement, celle qui est la plus puissante, évidemment, c'est la prédictive, parce qu'ici, on veut être en mesure, à partir de la situation actuelle, de prédire qu'est-ce qui va arriver. Et ça, on va le voir dans le cadre des prochains cours. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut faire en ressources humaines pour prédire qu'est-ce qui va arriver. Par exemple, lorsqu'on fait la sélection du personnel, comment est-ce qu'on peut prédire quelle va être la personne qui va être la plus performante plus tard en emploi? Comment est-ce qu'on va être capable de prédire quelle va être l'attitude des gens? Comment est-ce qu'on va être capable de prédire si quelqu'un est capable de passer à l'action ou non? Alors, c'est jamais du 100%, mais c'est quand même un niveau de probabilité qui est plus grand, qui va nous permettre de dire qu'il y a plus de chances que quelqu'un fasse telle action que telle autre action. Et tout ça va faire en sorte qu'on va utiliser certaines stratégies. Dans certains cas, c'est des stratégies en laboratoire. Dans d'autres cas, ça va être des stratégies sur le terrain. Mais tout ça va faire en sorte que l'observation, la prédiction, l'évaluation, l'analyse de ces données-là nous permettent de mieux comprendre les dynamiques en jeu et de mieux intervenir un peu plus tard. Je vais vous présenter un court vidéo sur une étude qui a été faite en France, mais qui explique bien comment est-ce qu'on voit l'utilisation d'une approche scientifique pour comprendre le comportement des humains. Si nous trouvons un billet sur le sol et que nous savons qui l'a perdu, le rendons-nous toujours à son propriétaire? Plusieurs personnages sont impliqués dans cette expérience. Il y a d'abord Monsieur Dupont, qui a tendance à perdre ses billets. Et voici Madame Delalès, qui est très attachée à son chien, un charmant basset artésien. N'oublions pas enfin Monsieur Duchemin, qui est un petit peu perdu. D'ailleurs, il n'interviendra pas tout de suite. Tout le monde est prêt? Alors allons-y. Suivons d'abord cet inconnu. Très bien. Alors essayons avec un autre inconnu. Dans ce contexte, où il y a un témoin, Robert Vincent Joule a observé que 100% des passants redonnent le billet perdu à son propriétaire. Cette fois, la rue est déserte. Mais M. Dupont est toujours là.
et toujours aussi distrait. Le comportement des passants n'est plus tout à fait le même. Lorsqu'il n'y a aucun témoin, on observe que 30% des passants seulement redonnent le billet perdu à son propriétaire. Faisons maintenant intervenir Monsieur Duchemin. Il attend les passants à l'entrée de la rue. Pardon mademoiselle, Oui. je m'excuse, je suis un petit peu perdu, je cherche la place Stanislas. Bah alors c'est tout ça. Vous allez juste contourner la cathédrale. Oui, Une fois arrivé de l'autre côté, vous aurez une grande place. Sur votre droite, vous aurez des arcs et ça sera à droite. après les arcs, je vais à droite. Après les arcs, à droite. Vous la Ah, verrez vous de êtes loin. très gentil, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un De comme rien, vous. Merci. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette intervention va-t-elle avoir de l'influence sur le comportement des passants ? Vous allez continuer vers les arches et en fait c'est juste derrière les arches. D'accord. Juste là. Eh ben, Ouais, merci c'est, beaucoup. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Décidément, la petite phrase de Monsieur Duchemin change beaucoup de choses. À partir de là, vous tournez à droite et vous allez toujours tout droit, vous tombez dessus. Bah, j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Merci. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Maintenant, c'est 69% des inconnus qui redonnent le billet perdu. Selon les circonstances, donc, ces passants se sont comportés de façon bien différente. Pourtant, tout s'est déroulé dans la même rue. On va terminer en parlant des différents défis auxquels font face la gestion des ressources humaines aujourd'hui. On a vu les grandes tendances, on a vu que juste là, au départ, ça représente des défis, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, je n'entrerai pas dans tous les détails, vous avez les acétates, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Mais dans le fond, lorsqu'on fait la gestion des ressources humaines, il faut tenir compte de l'environnement économique, la pression concurrentielle, parce qu'on peut vouloir ou avoir de très belles intentions au niveau de la capacité à créer un climat de travail qui est extraordinaire, etc. Sauf qu'en même temps, on fait face à un marché concurrentiel et on doit s'assurer que les gens soient performants. Donc ça va avoir un effet jusqu'à quel point tu es capable de donner. La concurrence va également dans le sens des employés. Lorsqu'on regarde la pénurie de la main-d'œuvre maintenant, bien, ça fait en sorte que si tu veux faire l'acquisition de gens qui sont performants, bien, c'est plus difficile, ça va te coûter plus cher, il va falloir que tu donnes des meilleures conditions de travail. Alors donc, tout ce qui a rapport avec l'environnement économique a un impact. Aujourd'hui, on est plutôt dans une économie qui est en croissance, même malgré la pandémie. Mais si on regarde qu'est-ce qui se passe dans d'autres circonstances, on a vécu des circonstances où l'économie était en déclin, mais ça aussi, ça a un impact au niveau des ressources humaines parce qu'il faut tenir compte, il faut s'assurer de faire que la main-d'œuvre soit suffisante, mais pas trop pour pouvoir faire des choses. Et donc, il faut balancer l'ensemble de ces éléments-là. Dans les autres facteurs, tu as les facteurs sociodémographiques. Aujourd'hui, tout ce qui a rapport avec l'identité des gens, donc au niveau de l'âge des gens, au niveau du sexe des gens, au niveau de leur origine culturelle, ce sont tous des défis des ressources humaines. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens, des employés qui sont compétents, des employés qui sont capables de faire le travail. Mais au travers de ça, il y a différentes valeurs qui sont mises en jeu, tu as des interactions qui sont mises en jeu.
Et donc, le travail des ressources humaines, c'est de faire en sorte que tout le monde là-dedans s'y retrouve et soit le plus performant possible en essayant aussi d'être le plus inclusif possible. Alors ça, c'est un autre défi qui est présent. On regarde également au niveau du capital humain, donc la gestion des compétences, c'est aussi quelque chose qui est très présent. On a des employés qui sont capables de faire des choses, mais l'environnement est en constante ébullition. Et donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain, ou en tout cas, c'est en évolution. Et ce qu'il faut s'assurer en termes de ressources humaines, c'est que les compétences des employés soient à leur maximum pour les défis actuels, mais également pour les défis futurs. Alors, c'est aussi quelque chose auquel on doit tenir compte. L'environnement technique, l'environnement technologique, alors tout ce qui a rapport avec l'informatique, tout ce qui a rapport avec la robotisation, on en parlait un petit peu plus tôt, tout ce qui a rapport avec les technologies de l'information, c'est un élément essentiel. D'une part, il faut être en mesure d'accompagner les gens là-dedans, donc de comprendre ça, de les former dans ces technologies-là, mais aussi de les utiliser. Puis on a vu avec le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, qui est pendant ou après la pandémie, tout ce qui est la communication à distance et les impacts que ça a, le télétravail sur les gens, bien, c'est un autre enjeu qu'on a qui est à la fois relié à l'environnement extérieur, mais également à l'environnement technologique. On va avoir la chance d'en reparler un petit peu plus tard lorsqu'on va parler des carrières. L'environnement socio-éthique également, donc tout ce qui est le côté éthique de qu'est-ce que les entreprises font. C'est fondamental. Il y a eu plusieurs scandales au cours des dernières années qui font en sorte que certaines entreprises vont adopter des comportements ou vont prendre des décisions qui vont avoir un impact négatif soit sur leurs employés ou soit sur l'environnement, mais qui ne répondent pas aux principes éthiques. Et il faut absolument que les organisations aujourd'hui soient en mesure de démontrer un comportement qui est acceptable par tous. Alors donc, les ressources humaines vont avoir un rôle à jouer de ce côté-là pour s'assurer que ce qui est fait, ça correspond bien aux attentes de la société et que l'organisation donc soit pas mise en péril par des comportements qui sont inacceptables. Puis finalement, il y a le politico-légal. Alors, la loi change, la politique change, les attentes changent au niveau de la société en général. Et ce qu'on veut, c'est que les pratiques en ressources humaines soient un reflet qui est correct par rapport aux attentes qui sont faites. Au niveau légal, c'est sûr. On parle, par exemple, tout ce qui est fait pour l'équité en emploi, donc l'équité salariale. Il y a des règles, ce n'est pas un choix. Là. Les organisations doivent s'y contraindre. La même chose pour la santé et la sécurité. Il y a beaucoup de lois qui vont toucher à ça. Il y a les normes du travail qui vont faire que dans une organisation, tu ne peux pas décider de tout en termes de quand est-ce que les gens vont travailler, comment est-ce qu'ils vont travailler, les heures supplémentaires, les salaires, etc. Tu as des lois qui doivent être respectées. Et les ressources humaines, c'est l'endroit qui va être responsable de faire en sorte que tous ces éléments-là soient mis ensemble. Donc, si on résume pour l'ensemble, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les ressources humaines, aujourd'hui, prennent une place de plus en plus importante dans les organisations. La seule façon que les ressources humaines peuvent jouer un rôle qui va être marquant et qui va permettre aux organisations de se démarquer, soit au niveau de la compétition, au niveau de l'efficacité pour le secteur public, c'est de jouer au niveau stratégique. Et on ne peut plus s'arrêter à simplement se dire qu'en ressources humaines, on a des processus qu'on doit faire respecter, des formulaires à remplir. Ça, c'est une vision qui est à court terme et qui est peu portante pour l'organisation. Les ressources humaines, si on veut qu'elles fonctionnent, si on veut qu'elles soient un acteur qui va faire une différence, elles doivent s'asseoir au niveau stratégique. Comprendre où est mon organisation, quel est son environnement interne, externe, qu'est-ce que je dois faire pour maximiser l'efficacité des gens, qu'est-ce que je dois tenir compte, comment je regarde dans l'avenir, quelles sont les stratégies de l'organisation, puis comment je peux les traduire en stratégie ressources humaines. Alors, tous ces défis-là, c'est un peu ce dont on va parler dans les prochains cours, notamment le prochain cours qui va être sur la planification des ressources humaines, donc qui va nous dire justement quelle est la position, comment faire une bonne planification pour s'assurer que les ressources humaines sont au diapason de l'organisation.